Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions aujourd'hui. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé les méthodes de lobbying de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations sur l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cadre, nous avons beaucoup travaillé sur les nouvelles formes de travail issues du développement des plateformes numériques à travers la mise en avant du statut d'indépendant, lequel est parfois dévoyé car les relations entre certaines plateformes et leurs travailleurs s'apparentent parfois à du salariat déguisé, donnant lieu à des requalifications par le juge, comme l'ont rappelé les représentants de la Cour de cassation que nous avons pu auditionner. Plusieurs plateformes ont été par ailleurs pénalement sanctionnées pour travail illégal grâce au travail de l'inspection du travail, dont les effectifs ont été récemment renforcés, comme nous l'ont rappelé le directeur général du travail et son adjointe au cours de nos auditions. La question du dialogue social, celle du renforcement du droit des travailleurs des plateformes, ont également émergé comme des sujets majeurs. Nous avons pu constater au travers de nos nombreuses auditions, plus d'une centaine, qu'à la suite des propositions de Jean-Yves Frouin et de la task force Medpling, le gouvernement a engagé une réforme inédite à travers la création de l'autorité des relations sociales et des plateformes d'emploi, l'ARP, des premiers accords sur les tarifs minimums, des courses VTC et des livreurs, de même que les modalités de rupture du lien commercial entre plateformes et livreurs et l'agenda social 2023 ont pu ainsi être négociés et signés. Nous avons également abordé la question centrale du management algorithmique instauré par les plateformes numériques, la compatibilité des algorithmes avec le RGPD, leur manque de transparence pour les utilisateurs, ainsi que les risques et conséquences de la collecte massive de données par des entreprises telles qu'Uber. En tant que ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, évidemment, ces sujets vous préoccupent autant que notre commission d'enquête. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de vous auditionner pour connaître votre vision, votre action, celle du gouvernement, sur les conséquences du développement des plateformes numériques sur le travail en France. Nous aurons de nombreuses questions à vous poser ce matin, à commencer par les suivantes. L'État considère-t-il avoir les moyens de pouvoir contrôler, encadrer l'impact de l'ubérisation sur l'organisation du travail et les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques? La création de l'autorité sociale des relations sociales, l'autorité des relations sociales de plateforme, l'ARP, créée le 21 avril 2021, est-elle adaptée aux enjeux dont nous parlons, alors que son champ d'intervention est limité aujourd'hui à certaines plateformes de mobilité? La négociation en cours sur le projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail via les plateformes peut-elle être une opportunité pour réguler davantage les relations de travail au sein de l'ensemble des plateformes au bénéfice des travailleurs, tout en assurant les conditions de l'innovation, d'une concurrence saine et non faussée et de la création d'emplois? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous préciser quelle est la position du gouvernement français sur les propositions de la Commission européenne relatives à la présomption de salariat? Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues, mais je vous propose d'entamer notre discussion à ce stade. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, Monsieur le Ministre, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous laisse la parole. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Quelques mots d'abord pour vous dire que, bien évidemment, je réponds bien volontiers à la fois à votre convocation et aux questions que vous aurez à poser concernant les sujets que vous avez abordés. Peut-être qu'avant d'apporter des éléments de réponse aux séries de questions que vous avez, aux séries de sujets que vous avez évoqués, Monsieur le Président, me permettrez-vous de faire une remarque préalable? Vous avez dit que votre commission avait deux sujets et que le premier des sujets était les conditions dans lesquelles la société Uber s'était implantée en France entre 2012 et 2016. Cela m'amène à apporter d'emblée quelques précisions. D'abord pour rappeler qu'au moment de cette implantation et de ce travail d'implantation, je n'étais pas membre du gouvernement, que pour ce qui me concerne et dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, j'ai été nommé il y a un an, à 2 jours près, et à un moment donc où Uber était
parfaitement implanté, si on peut se permettre cette appréciation qualitative. Les administrations de mon ministère et de mon cabinet ont, dans le cadre normal de leur travail, tant sous ma responsabilité que sous celle de mes prédécesseurs, rencontré des représentants des plateformes, dont des représentants d'Uber, mais pas seulement. Pour ce qui me concerne, à titre personnel, je n'ai jamais eu, à ce ministère ou ailleurs, de contact direct avec l'entreprise Uber. J'aurais pu en avoir d'ailleurs, car le ministère, comme ceux que j'ai occupés précédemment, mène plusieurs sujets, plusieurs chantiers qui auraient pu concerner les plateformes et nécessiter de telles rencontres, considérant que ces rencontres sont aussi l'occasion de mener des politiques publiques plus fonctionnelles, plus pertinentes, et non pas déconnectées des réalités économiques et sociales. Je le dis parce que je considère que avoir ou ne pas avoir rencontré la société Uber ou d'autres sociétés de plateforme ne relève pas d'une évaluation, d'une appréciation positive ou négative. Ça s'inscrit dans un cadre normal. Pour ce qui me concerne, les mesures que j'ai conduites et les réformes que j'ai conduites rue de Grenelle depuis ma nomination n'ont pas nécessité, n'ont pas justifié, n'ont pas amené de rencontres de ce type-là. J'ai écouté, Monsieur le Président, les sujets que vous avez listés et j'ai pris connaissance des travaux de votre commission avant de me rendre devant vous aujourd'hui. Et j'espère pouvoir apporter des éléments de réponse en articulant mon propos autour de 3 points. Le premier concerne l'encadrement de l'activité des plateformes et la position du ministère du Travail à ce sujet. Le deuxième concerne le positionnement du système d'inspection du travail par rapport au travail de plateforme et aux sociétés concernées. Et enfin, le troisième concerne les relations qui peuvent être entretenues par le ministère, que ce soit au niveau des cabinets ou des services, avec les sociétés de plateforme. Pour ce qui concerne le premier point et l'encadrement de l'activité des plateformes, il y a 4 aspects qu'il me semble devoir être soulignés. La loi d'abord, telle qu'elle est prévue, le dialogue social tel qu'il est organisé, la jurisprudence telle qu'on la connaît et le droit de l'Union européenne tel qu'elle se construit. Pour ce qui concerne la structuration par le cadre normatif, je dois rappeler que depuis 2016, face au développement rapide et non régulé des plateformes, les gouvernements ont successivement et progressivement construit un socle de droits pour les travailleurs de plateforme. La loi du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours, a posé une première pierre en créant une responsabilité sociale des plateformes à l'égard des travailleurs recourant à leurs services. Et l'établissement de cette responsabilité part du principe que ces travailleurs, bien qu'indépendants, dépendent pour partie des conditions d'activité fixées unilatéralement par la plateforme, qui déterminent par exemple les caractéristiques ou le prix des prestations, ainsi que le bien fourni par le travailleur. Il y a donc une certaine responsabilité des plateformes à l'égard des travailleurs concernés, et cette responsabilité sociale s'exerce par la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail, par la contribution formation professionnelle et par des frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Le travailleur peut aussi bénéficier de ces prises en charge s'il a réalisé sur la plateforme un chiffre d'affaires au moins égal à 13% du plafond annuel de sécurité sociale, soit en 2023 5 718 €. La loi dite El Khomri a aussi instauré l'équivalent d'un droit de grève pour les travailleurs indépendants ayant recours à une plateforme, ainsi que la liberté de constituer une organisation syndicale et d'y adhérer. Ensuite, notre majorité a continué de protéger les travailleurs avec la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Entre autres mesures, cette loi oblige les plateformes à communiquer pour chaque proposition de course la distance et le prix minimal, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et cette loi a ainsi mis fin aux situations où les travailleurs indépendants acceptaient d'offrir un service dont ils ignoraient la nature et la rémunération, et donc à améliorer la protection des travailleurs de plateforme. Cette obligation est aussi assortie d'une série de protections dans le Code des transports, dont le droit de refuser une prestation ou encore une protection contre ce que nous pourrions appeler les représailles. La LOM améliore aussi considérablement le droit à la formation des travailleurs indépendants, par exemple en obligeant l'abondement du compte personnel de formation par la plateforme au-delà d'un certain chiffre d'affaires réalisé. Le deuxième point qui constitue l'encadrement normatif aujourd'hui concerne la question d'un choix français, qui est le choix du dialogue social. Puisque, au-delà des jalons normatifs, la France a surtout fait le choix du dialogue social pour améliorer le droit des travailleurs des plateformes, et c'est une spécificité française que nous défendons dans le cadre des discussions européennes sur lesquelles je reviendrai. C'est un choix de confiance dans la concertation entre les représentants des travailleurs et ceux des plateformes, c'est finalement le pari du dialogue et du consensus. Nous considérons que l'objectif de cette concertation entre représentants est d'élaborer des droits et d'assurer le développement économique du secteur, mais pas de revenir sur les statuts existants. Il revient en effet toujours au juge, en appréciant les situations au cas par cas, de requalifier le statut d'un travail dont les conditions d'exercice ne s'apparentent pas à celles d'un indépendant. En vertu de ce principe et de ce choix, en vertu de la LOM aussi, en application de la LOM plus exactement, plusieurs ordonnances sont venues encadrer ce dialogue social. D'abord celle du 21 avril 2021, qui instaure le principe d'un dialogue social entre plateformes de la mobilité et travailleurs qui y recourent. Elle a créé à l'article L. 7345-1 du Code du travail l'autorité de régulation des plateformes d'emploi, qui est en charge de l'organisation du dialogue social dans le secteur.
L'ARP, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, est sous la tutelle de mon ministère et celui des Transports. Elle permet aux acteurs de plateforme de disposer d'un tiers de confiance qui facilite l'instauration et la conduite du dialogue, et son financement est assuré par une taxe acquittée par les plateformes. L'ordonnance en question a aussi organisé la représentation des travailleurs des plateformes sur le principe d'une élection nationale, et à l'occasion des élections de mai 2022, 7 organisations de voitures de transport avec chauffeur et 4 organisations de livreurs ont été reconnues comme représentatives. Nous savons tous que les taux de participation étaient faibles. 1,83% pour les livreurs, 3,9% du côté des VTC. Pourtant, ces taux ne remettent en rien en cause la légitimité des représentants, puisqu'il s'agissait de premières élections dans un secteur qui n'est ni familier ni vraiment sensibilisé à cette question du dialogue social. Par ailleurs, nous pouvons aussi relativiser ces taux, puisque la participation aux dernières élections dans les TPE s'est élevée à 5,5%. J'espère bien évidemment, et je crois que nous pouvons tous espérer, que les prochaines élections organisées en 2024 seront l'occasion de mieux faire connaître le scrutin et ses enjeux. L'ordonnance prévoit aussi une série de mesures pour les représentants des travailleurs de plateforme. Ils sont ainsi protégés d'une baisse d'activité liée à l'exercice de leur mandat. Ils bénéficient d'heures de formation et de délégation pour exercer leurs missions, qui sont prises en charge et compensées forfaitairement. Il y a une deuxième ordonnance qu'il faut citer, celle du 6 avril 2022, qui prévoit les modalités de représentation des plateformes de mobilité pour les VTC et les livraisons. Et la représentativité des organisations des plateformes a ainsi été précisée à l'article 7343-22 du Code du travail. Elle est issue à la fois du nombre de travailleurs et du montant total de leurs revenus d'activité. Et donc sur cette base, dans le secteur des VTC, sont reconnus depuis septembre 2022 l'association des plateformes d'indépendants, à 61%, qui regroupe Uber et KOKO, et est aussi reconnue la Fédération française du transport de personnes sur réservation, à hauteur de 39%, qui regroupe notamment les plateformes françaises Frino, Hitch, Bolt, Marcel, Le Cab et Allocab. Pour ce qui concerne les livreurs, seule l'API est représentative, en regroupant notamment les plateformes Uber Eats, Deliveroo et Stuart. L'ordonnance fixe également les règles du dialogue social sectoriel en créant une commission de négociation pour la négociation des accords sectoriels, ainsi que leurs conditions de validité. Et l'article 7343-29 du Code du travail prévoit ainsi qu'un accord de secteur signé par des organisations de travailleurs représentant plus de 30% des suffrages exprimés, homologué par l'ARP, sera rendu obligatoire à condition que l'accord soit accepté par des organisations qui représentent la majorité des travailleurs de plateforme. Cette ordonnance prévoit enfin des obligations de négociation pour favoriser la conclusion d'accords annuels sur au moins un des 4 thèmes centraux du secteur, la détermination des revenus des travailleurs, les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, notamment en termes de temps de travail, la prévention des risques professionnels et les dommages causés à des tiers, ainsi que les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels. Je souhaite souligner que ce choix de faire confiance au dialogue social a enregistré de premières réussites. Du côté des VTC, les organisations représentatives des travailleurs et des plateformes ont signé un premier accord le 18 janvier dernier, fixant un revenu minimum de 7,65 € net par course, ce qui équivaut à une hausse de 27% du tarif le plus bas pratiqué sur le marché. Et je note aussi que c'est d'ailleurs pour l'entreprise Uber que cet accord aura le plus d'effet, puisque les autres avaient déjà aligné leurs minima auparavant. Ce premier accord ne met évidemment pas un terme à la discussion sur les revenus. Il prévoit d'ailleurs la tenue de négociations sectorielles début 2023. Pour autant, je pense que c'est une première démonstration de la volonté des acteurs d'atteindre un consensus, et donc de la pertinence du modèle et du choix du dialogue social que nous avons fait. Du côté des livreurs, 3 accords ont été proposés le 20 avril dernier par l'API. Un premier instaurant de nouveaux droits, plus protecteurs pour les livreurs en amont et en aval de la rupture du lien commercial à l'initiative de la plateforme. Un deuxième accord qui instaure un revenu minimal garanti horaire à hauteur de 11,75 €. Un dernier accord allouant des ressources supplémentaires aux représentants des travailleurs indépendants. C'est aussi une première réussite dans ce secteur particulier du dialogue social et une première étape qui démontre une dynamique positive dans le secteur. Troisième point qui forme le cadre normatif, il s'agit de l'état de la jurisprudence. C'est le troisième pilier de cet encadrement des plateformes et il est, plus que dans d'autres secteurs, important, en donnant notamment de l'importance au juge prud'homal. De fait, la définition du lien de subordination et la relation de salariat lui revient, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une appréciation au cas par cas, en fonction de l'analyse d'un faisceau d'indices par le juge. Depuis l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, dit Société Générale du 13 novembre 1996, le lien de subordination est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a la main sur l'ensemble des interactions. Il a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce raisonnement s'applique en réalité à tout travailleur qui sollicite la reconnaissance d'un lien de subordination, dont les travailleurs de plateforme qui souhaitent une requalification de leur statut en salarié. Et ces critères se retrouvent dans les derniers arrêts récemment rendus à l'encontre, par exemple, d'Uber. C'est le cas d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020, ou bien de Take It Easy, dans un autre arrêt du 28 novembre 2018. Par exemple, pour compléter, dans son arrêt du 25 janvier 2023, très récent, concernant Uber,
la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré la détermination par la plateforme des conditions d'exécution du travail comme un indice de subordination, et ce, conformément à sa jurisprudence constante. A l'inverse, elle a considéré dans un arrêt du 13 avril 2022 qu'il n'y a pas de contrat de travail entre un travailleur et la plateforme Voxtur, concluant qu'il manque d'éléments caractérisant l'exercice au sein d'un service qualifié d'organisé. Le droit protège donc les travailleurs des plateformes, comme tous les autres travailleurs, à partir de la singularité et de la complexité de leur cas. Vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, sur le droit de l'Union européenne en construction. C'est le dernier pilier de l'encadrement des plateformes de mobilité qui est en construction. La proposition de directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme est en cours de discussion au Conseil, c'est-à-dire au niveau des États, après avoir fait l'objet d'un vote au Parlement européen en février dernier. Ce projet de directive vise à définir une approche par le statut, sur la base de critères qui permettraient de caractériser une relation de subordination entre un travailleur et une plateforme. C'est pour cela qu'on parle de présomption de salariat. Tout l'enjeu pour la France est de pouvoir concilier ce cadre européen en construction avec le dispositif que nous avons bâti dans le cadre de la loi de 2016, puis de la loi NOM et des ordonnances que j'ai citées. Et ainsi, nos positions en Europe découlent nécessairement de tout ce que je vous ai exposé comme cadre national que nous avons construit. Nous regrettons que le texte présenté par la présidence tchèque au Conseil des ministres du Travail de l'Union européenne le 8 décembre dernier à Bruxelles n'ait pas réussi à trouver une majorité qualifiée parmi les États membres. Nous étions prêts à le voter. Nous l'avons dit lors de la réunion du Conseil. Nous l'avons déclaré publiquement, même s'il représentait déjà pour nous de très grandes concessions par rapport au modèle que nous avons bâti. Nous nous sommes engagés sur une voie singulière et que nous considérons comme équilibrée, celle du dialogue social, qui permet de cadrer le développement économique des plateformes et d'assurer la mise en place de nouveaux droits définis par les représentants des travailleurs eux-mêmes, tout en protégeant le statut des véritables travailleurs indépendants. C'est cette voie que nous défendons devant nos partenaires européens et qui représente un point d'équilibre au sein du Conseil. Elle passe par l'exigence d'une définition suffisamment précise des critères d'application de la présomption de salariat prévue dans le projet de directive pour préserver les statuts existants et le modèle français de négociation collective. Nous continuerons, nous restons mobilisés pour aboutir au meilleur texte possible, capable à la fois d'améliorer le droit des millions de travailleurs de plateforme en Europe et de lutter contre les statuts faussement indépendants. Un prochain Conseil des ministres européens du travail se tient le 12 juin prochain. Et il est prévu par la présidence suédoise la possibilité, l'ordre du jour n'est pas encore déterminé et fixé, je crois, d'aborder un vote d'orientation générale, non pas un vote sur la directive, mais plutôt d'orientation générale. Je ne sais pas si ce point restera ainsi inscrit à l'ordre du jour du Conseil EPSCO, dans la mesure où la réunion du comité des représentants permanents, qui s'est tenue hier pour préparer le Conseil EPSCO du 12 juin, a montré une très grande pluralité et de très grandes différences de position entre les différents États membres, non pas entre ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre ce projet de directive, mais véritablement avec une singularité des dispositions et des positions de chacun des États qui amène plutôt à considérer les expressions autour de 3 ou 4 blocs et non pas sur un affrontement ou une opposition entre des pour et des contre. Le deuxième sujet, après le cadre normatif, concerne l'intervention de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du droit aux entreprises en général et aux plateformes en particulier. C'est le deuxième sujet, je crois, qui relève de mon portefeuille et qui concerne les plateformes, avec ce contrôle du droit des travailleurs des plateformes, qui n'est pas sans lien avec les débats relatifs à l'activité de ces acteurs. Les plateformes font l'objet d'un contrôle précis dans le cadre du plan d'action de l'inspection du travail et du plan national de lutte contre le travail illégal. Dans le plan national de lutte contre le travail illégal pour 2020 à 2022, la lutte contre les faux statuts était un axe prioritaire pour les services déconcentrés de l'inspection du travail. Le plan national d'action du système d'inspection du travail pour 2023 à 2025 reprend cet objectif de lutte contre le travail illégal, et le plan national de lutte contre le travail illégal pour 2023 à 2027, que j'ai présenté aux partenaires sociaux ce lundi 22 mai, fait de la prise en compte des fraudes émergentes en lien avec le développement des plateformes de mise en relation un axe majeur du travail de l'inspection du travail. L'inspection du travail au sein des plateformes de mise en relation vérifie donc la réalité du statut de travailleur indépendant. Si le contrôle et les investigations, qui peuvent être assez longues à mener, conduisent à considérer qu'il y a en réalité une relation de subordination entre le travailleur qui se déclare indépendant et la plateforme, l'inspection du travail en tire les conséquences juridiques et engage les suites qui lui paraissent les plus appropriées. Ces suites peuvent aller jusqu'à la procédure pénale, notamment pour dissimulation d'emploi salarié. Sur ce dernier point, l'article 17 de la Convention internationale numéro 80 de l'Organisation internationale du travail précise qu'il est laissé la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Il n'appartient donc à aucune autorité publique, même juridictionnelle, ni à un quelconque tiers de tenter d'influencer les suites susceptibles d'être données aux constats opérés. Le champ de compétences ci-dessus indiqué relatif à la lutte contre les faux statuts peut induire, le cas échéant, si le faisceau d'indices est suffisant, un procès-verbal pour pré illicite de main-d'œuvre et de travail dissimulé,
sans impact immédiat sur la situation individuelle des travailleurs ayant fait l'objet d'un contrôle. Et je rappelle, si besoin en était, que la requalification de la relation du travail, de la relation de travail relève du juge du contrat, soit le Conseil des prud'hommes, et non pas l'inspection du travail en tant que telle. Si le contrôle conduit à considérer que le travailleur relève bien du statut de travailleur indépendant, alors, en dehors des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs indépendants, l'inspection du travail n'a pas de compétences matérielles pour intervenir, à l'exception de celles prévues aux 2 articles suivants du Code du travail. L'article L. 4535-1 relatif au sujet de la coordination des interventions sur les chantiers de BTP en matière de santé et sécurité au travail, et l'article L. 7341-1 et ses suivants, qui concerne les droits des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, et dont j'ai rappelé le contenu il y a quelques minutes. L'intervention de l'inspection est donc centrée sur le contrôle de la réalité du statut invoqué par le travailleur et la plateforme. Pour ce qui concerne les contrôles, plusieurs contrôles d'envergure ont eu lieu directement pour des plateformes. Ainsi, depuis 2016, 18 plateformes ont fait l'objet d'actions de contrôle approfondies en matière de travail illégal, en particulier sur la problématique des faux statuts, et dont 8 des 16 sont des plateformes de mobilité. Depuis 2016 toujours, la société Uber a fait l'objet de 3 enquêtes, 2 pour Uber Eats et 1 pour la société Uber VTC. En complément, les agents de l'inspection du travail étant des agents de constat, ils sont amenés également à contrôler directement les chauffeurs VTC lors de leurs interventions de livraison. Ces contrôles sont enregistrés au titre de l'identité du travailleur indépendant, sans pour autant qu'il ne soit possible de le rattacher directement à une plateforme. Ainsi, en 2021, une action a été déployée dans plusieurs régions visant notamment à identifier des situations de sous-location de comptes. Ce sont 26 contrôles qui ont été menés concernant 426 travailleurs, soit un échantillon représentatif des plateformes de rattachement Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Ces contrôles avaient permis d'objectiver, par un échantillonnage de la pratique de la sous-location, de comptes à hauteur de 14,79% sur le territoire national. Des procédures pénales ont été établies à l'encontre des titulaires de comptes qui se comportent en tant qu'employeurs ne déclarant pas leurs salariés, en particulier pour le travail dissimulé du fait de l'emploi illégal de livreurs en sous-location. Je ne peux enfin que rappeler le principe clair et sans nuance d'indépendance de l'inspection du travail dans l'exercice de ses fonctions. De fait, Uber, comme les autres plateformes, comme toutes les autres entreprises en France d'ailleurs, ne peut faire l'objet du moins de traitement différencié. L'inspection du travail détermine les contrôles menés, notamment dans le cadre des orientations nationales données par la Direction générale du travail, mais Monsieur le directeur général a dû exposer ces points. Elle n'est donc pas mobilisable à loisir, et elle dispose de toute opportunité quant aux suites données. Cette indépendance est une garantie essentielle à laquelle je suis sûr que l'ensemble de la représentation nationale est attaché. Je termine, Monsieur le Président, par les relations des représentants de plateforme avec le ministère. Ce sont ces relations qui donnent corps à la concertation et qui permettent brique par brique de construire le cadre juridique du secteur. Toutes les grandes plateformes ont été régulièrement consultées, dont Uber, sans qu'aucune relation privilégiée ou exclusive n'ait été entretenue avec cette entreprise en particulier. Ces relations n'ont rien d'exceptionnel. L'essentiel des échanges ont eu lieu au niveau des cabinets et des administrations, comme il est d'usage dans ce cas. En fin de compte, plus fréquent que vous ne laissez entendre parfois dans telle ou telle observation. Plus précisément, des concertations formelles ont été organisées lors de la rédaction des ordonnances. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rencontré personnellement de représentants d'Uber, même si je ne considère pas cela comme en bien ou en mal. Cela tient au fait que les réformes que je mène n'ont pas nécessité ce type de rencontre jusqu'à présent. En revanche, les administrations du ministère, comme mon cabinet, ont reçu à plusieurs reprises des représentants des plateformes, dont Uber, sur diverses réformes en cours, dans les ordonnances que j'ai évoquées tout à l'heure. Les principales plateformes de livraison de repas ont par exemple été convoquées à plusieurs reprises au ministère au sujet de la lutte contre la fraude, l'objectif étant de lutter contre les pratiques de travail dissimulé, de sous-traitance en cascade, dont l'un des effets est l'absence totale de protection sociale des travailleurs. Et ces réunions ont abouti à la signature d'une charte de lutte contre la fraude en mars 2022, avant que je prenne mes fonctions. J'aimerais en dernier lieu redire combien il est normal pour moi, et même nécessaire, d'entretenir un contact avec ces acteurs directement associés aux politiques publiques, aux réformes engagées, mais aussi pour bien mesurer les effets qu'ils ont sur l'organisation du marché du travail. Se passer de ce contact avec les entreprises n'est en réalité ni possible ni souhaitable, et donc j'appelle de mes voeux toute une forme de prudence sur la manière dont, parfois, est jeté un doute sur la nature des relations entre la société civile et les décideurs. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en réponse à vos premières interventions autour des 3 sujets qui me semblent relever du périmètre de mon ministère. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces réponses précises. J'aurais juste 2 questions avant de me tourner vers la rapporteure. La première, vous avez mentionné le fait que ce n'est pas à l'inspection du travail, mais au juge du contrat de procéder à des requalifications. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure les différentes décisions de requalification qui sont prises par le juge, Cour de cassation, prud'homme, doivent engager ou non l'acteur public à procéder à des requalifications massive en salariat des travailleurs des plateformes. Ma deuxième question, sur le point que vous venez de mentionner, si vous pouvez juste
rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur la question des livreurs, des plateformes de livraison de repas, la charte qui a été signée avant votre arrivée au ministère. Si vous pouvez nous en expliquer peut-être un peu le périmètre et si il vous paraîtrait opportun ou non, dans le cadre du dialogue social ou d'autres leviers, d'aller plus loin pour les plateformes de livraison sur la question de la protection sociale des travailleurs et la lutte ou le contrôle en interne face à la fraude. C'est un sujet qui est revenu notamment dans les auditions de plateformes de livraison au cours des dernières semaines. Bien sûr, Monsieur le Président, quelques mots d'abord pour dire que sur la question des requalifications prononcées par la justice, et que ce soit par le juge prud'homal ou par d'autres instances, nous considérons que ça n'est pas à l'acteur public de requalifier. Le choix que nous avons fait, qui m'amène parfois, de manière parfois rapide, à parler de présomption d'indépendance pour ce qui nous concerne, est un choix qui consiste à considérer que les travailleurs qui s'inscrivent sur les plateformes, quand cette inscription se fait de bonne foi, si on peut dire, sont des indépendants qui souhaitent travailler en s'appuyant sur une plateforme. Mais qu'il y a une possibilité pour le juge de requalifier, soit parce qu'à la suite d'un contrôle, un lien de subordination a été considéré comme avéré, et donc il appartient à l'inspection de saisir les juridictions, et les juridictions font ensuite leur travail en indépendance, soit parce qu'un travailleur de plateforme considère qu'il y a un tel lien de subordination qu'il demande lui-même la requalification du contrat. Mais dès lors qu'on est dans ce système-là, qui s'appuie sur des requalifications par voie de justice, ce n'est pas à l'acteur public, l'État ou un autre, de procéder lui-même à ces requalifications. Sur la charte qui a été signée en mai 2022, elle a plusieurs objectifs, notamment la lutte contre la sous-traitance irrégulière, avec notamment la lutte contre les sous-traitances de compte qui, à la fin, amènent des travailleurs à être à peine rémunérés et absolument pas protégés. Il s'agit de contrôler l'authenticité, de mieux contrôler l'authenticité des documents, notamment la validité des titres de transport. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des plateformes de livraison qui s'engagent dans ces actions garantissent aussi un suivi de ces actions. Je considère que nous pouvons toujours aller plus loin. Et toujours aller plus loin, ça passe par les priorités et les mesures annoncées lundi dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal. Et évidemment, mes services tiendront l'intégralité du plan à la disposition de votre commission, à la fois en mobilisant l'URSSAF, en mobilisant les différents comités, je pense notamment au CODAF qui permet une action coordonnée des services de l'État, et en mobilisant l'ensemble de ceux qui peuvent mener des contrôles et garantir la régularité du secteur. Aller plus loin, ça passe aussi par le dialogue social. Et passer par le dialogue social, c'est faire confiance à cette représentation des livreurs et des plateformes de livraison pour que dans le cadre des accords qui ont été, les 3 accords qui ont été proposés par l'API et qui sont encore en cours de signature, que ces accords puissent à nouveau renforcer la charte sociale entre les acteurs. Si je devais peut-être résumer cette position, je dirais que l'État soit à l'initiative en ayant suscité le dialogue d'une première charte sociale est une bonne chose et c'est utile. Mais maintenant que le dialogue social est installé, ça nous semble plus logique que ce soit les acteurs qui s'en emparent. Charge à l'État de veiller à la bonne application et charge à nous d'encourager la conclusion de telles chartes et de tels accords. Mais faisons confiance au dialogue social, il a montré en quelques mois qu'il pouvait déjà porter ses fruits. Votre micro, là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre Olivier Dussopt, j'ai une première série de questions. Pour revenir un peu sur vos propos, vous justifiez la mise en place d'une responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des travailleurs par le fait que les plateformes exercent de fait une subordination sur les travailleurs, notamment, pour reprendre les éléments que vous avez listés, le contrôle et choix des tarifs. Mais alors pourquoi, à partir du moment où on permet à des plateformes l'utilisation du statut de travailleur indépendant, alors même qu'elles exercent une certaine subordination, on ne l'autoriserait pas plus largement au-delà en fait du secteur du transport et de la livraison? Et finalement, quel intérêt auraient les autres employeurs à continuer de travailler avec des travailleurs sous contrat de travail, finalement sous contrat salarié, donc de payer des cotisations sociales, de contribuer au financement de notre système de retraite et d'être obligé de respecter la loi et le code du travail, si finalement ils pourraient avoir la possibilité de continuer à subordonner les travailleurs tout en échappant à l'ensemble des obligations du Code du travail. Voilà. Donc, autrement dit, est-ce que vous ne voyez pas que dans votre dispositif législatif,
finalement, en réalité, il est fait pour pouvoir être un cheval de Troie pour détricoter tout le salariat. Et le Code du travail, qui, je le rappelle, a été conquis de haute lutte en 1910, après nombre de grèves. Donc, vous dites également que tout l'enjeu, c'est de concilier le cadre européen et puis l'évolution du travail législatif particulier, original de la France. Et vous insistez beaucoup sur le dialogue social. Dans le cadre de nos auditions de la commission d'enquête parlementaire dont je suis la rapporteure, nous avons bien compris que la stratégie, et nous les écouterons à nouveau cet après-midi, de Uber et des plateformes de l'ubérisation, du capitalisme de plateforme, et finalement ils se rendent bien compte que de décision de justice en décision de justice, ils perdent, et le lien de subordination est une évidence, et donc les travailleurs sont sommés d'être qualifiés en salariés, ou plutôt les plateformes sont sommées de requalifier en salariés leurs travailleurs. Bien. Donc quelle est la stratégie d'Uber et des plateformes? C'est de dire, ah ben alors à ce moment-là, on va essayer de trouver un peu un tiers statut entre le statut d'indépendant et le statut de salarié, par de nouveaux droits sociaux. Et finalement, nous défendons l'idée d'un dialogue social. Je reprends en fait dans une tribune des dirigeants d'Uber suite à la publication de leur Better Deal. Ils citent d'ailleurs la France en exemple en fait au niveau de cette stratégie. Certains pays européens montrent déjà la voie. Voilà ce que disent les dirigeants d'Uber dans une tribune sponsorisée. La France a achevé une série de réformes progressives, augmentant le niveau de transparence et de choix que les plateformes devraient offrir aux travailleurs, tout en garantissant des protections telles que l'assurance obligatoire et la formation professionnelle. Exactement tout ce que vous nous avez développé. Et on est dans un moment particulier. Lorsque Uber écrit cela, c'est avant la création de l'ARPE, mais ils savent déjà que la France est dans ce cheminement-là de dialogue social. Et finalement, pour eux, ce dialogue social permet certes de nouveaux droits pour les travailleurs, mais surtout les protéger pour empêcher toute requalification aux salariés. Et j'en arrive aussi à l'autre aspect de ma question. En ce moment, alors que la Commission européenne s'est prononcée en faveur d'une directive présomption de salariat, que le Parlement européen est également en faveur d'une directive de présomption de salariat réfragable, vous avez, lors de l'audition sur l'avant-projet France Travail, assumé que vous étiez en faveur de la présomption d'indépendance. Or, nous avons auditionné le SGAE, le Secrétariat général aux affaires européennes, pour dire, mais c'est quand même assez étonnant, on n'a toujours pas de publication et de débat à l'Assemblée nationale sur la position qui va être défendue par la France au Conseil de l'Union européenne sur cette directive présomption de salariat. Et on a très bien compris qu'en fait, la France, elle cherche à torpiller cette directive présomption de salariat en ajoutant des critères, en disant par exemple que si le critère du tarif en fait partie, si un pays a mis en place un tarif minimum, il ne faudra pas que les salariés ne pourront pas s'appuyer sur ce critère-là. Et surtout, vous souhaitez que les pays qui ont notamment un dialogue social puissent déroger à l'application de cette directive présomption de salariat. Autant vous dire que pour M. Schmitt, que nous avons auditionné, le commissaire européen en charge du dossier, cette présomption d'indépendance est une véritable ligne rouge pour la Commission européenne. Or, vous êtes souvent, on vous entend vous faire les grands défenseurs de l'Europe. Or, quand pour une fois il y a une véritable avancée sociale, est-ce que la France serait dans une stratégie finalement de Frexit vis-à-vis de cette directive présomption de salariat? Dernière chose, vous défendez le dialogue social. Est-ce que cette directive présomption de salariat a fait l'objet d'une discussion au sein de l'ARPE? Est-ce que les confédérations syndicales ont été entendues sur leur position sur cette question-là? En tant que rapporteur, je leur ai adressé un courrier. Les confédérations syndicales m'ont bien répondu. 1, elles n'avaient pas été auditionnées. 2, elles sont favorables à la demande que nous formulons, et qui est soutenue par aussi tous les groupes parlementaires de la NUPES, qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution, assorti d'un vote sur la position de la France. Qu'est-ce qu'elle va défendre le 13 et 14 juin ou ultérieurement concernant cette directive présomption de salariat? Donc vous l'aurez compris, la question du dialogue social semble être la bonne stratégie pour Uber d'empêcher toute requalification aux salariés. Et ce qui apparaît assez évident, c'est que visiblement, vous défendez vous-même et l'ensemble du gouvernement cette même stratégie. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je vais répondre qu'il me semble que dans votre propos, il y a deux confusions.
D'abord, dans la mesure où une présomption d'indépendance, comme une présomption de salariat, ne peut toujours être renversée. Il n'y a pas de présomption irréfragable. Et c'est le propre de notre droit français que de renvoyer la requalification aux autorités juridictionnelles. Et donc, que l'on parle de présomption de salariat ou de présomption d'indépendance en France, ça n'a finalement qu'une portée juridique assez limitée. C'est ce qui m'a amené tout à l'heure à préciser dans mon propos liminaire que je pouvais porter ce propos, parfois rapidement, pour dire que nous avons fait le choix de ne pas aller vers une présomption de salariat qui serait automatique. Je précise par ailleurs que pour ce qui concerne l'exercice et les conditions d'exercice, la détermination du lien de subordination s'appuie sur un faisceau d'indices qui comporte les moyens, la capacité à déterminer ses horaires de travail, un service organisé sans pouvoir y échapper. Et qu'il y a, c'est pour ça que je parlais de confusion dans le propos qui est le vôtre à l'instant, une forme de confusion sur les conditions d'exercice de l'activité, en rappelant qu'un travailleur est salarié si l'employeur peut le sanctionner, a un pouvoir de direction et donne des ordres, et c'est là-dessus que le juge apprécie sa décision. La deuxième confusion que j'ai notée dans votre propos concerne les positions exprimées par les différentes parties prenantes de la discussion européenne. Le Parlement européen, dans son vote, ne défend pas la directive de la Commission. Il défend une présomption de salariat automatique et sans critères. Alors que la version initiale du projet de directive porté par le commissaire Schmit est une version, une proposition qui porte des critères assez précis, que le débat parmi les différents États membres doit permettre de préciser. Enfin, 2 points. Le premier, c'est pour rappeler qu'il n'y a pas de tiers statut dans notre droit et que la loi El Khomri de 2016, comme la LOM et les ordonnances qui ont suivi, n'ont pas prévu la création d'un tiers statut. C'est un débat qui, pour moi, est derrière nous, qui vise, notre débat de l'époque, visait à mieux protéger les travailleurs de plateforme tout en permettant l'activité indépendante quand elle est indépendante et en facilitant la requalification pour les situations de faux statut. Et puis la deuxième chose concerne la position de la France sur la scène européenne. Je ne sais pas comment vous pouvez dire que la France voulait torpiller une directive, alors que nous avons dit publiquement lors du Conseil EPSCO du 8 décembre que nous étions prêts à voter la proposition faite par la présidence tchèque. Et cette position est publique puisqu'elle a donné lieu à un communiqué de presse publié sur le site du ministère et sur les sites gouvernementaux, notamment du ministère des Affaires étrangères et européennes. Et nous avons dit lors du Conseil du 8 décembre que nous étions prêts à voter cette directive. Nous l'avons exprimé. Il n'y a pas eu de majorité pour la voter. De la même manière qu'hier, à l'occasion de la réunion du Coreper que j'ai évoquée, il n'y a pas de majorité. Et quand on regarde ceux qui sont pour la version initiale de la Commission et ceux qui s'étaient opposés, ces 2 groupes se divisent encore en leur sein. Et chacun des groupes a dit les difficultés qu'il avait avec la directive. Donc je pense qu'à ce stade, le projet de directive tel qu'il a été présenté hier me paraît difficilement adoptable. Je reste prudent, chaque État est libre de ses votes. Mais il me paraît difficilement adoptable. Je forme le vœu, mais ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative, c'est la Commission, que sur la base du texte qui a été évoqué et examiné lors du Conseil européen du 8 décembre, nous puissions reprendre les travaux. Et nous avions dit, le 8 décembre, que malgré les très fortes concessions que cela impliquait, nous étions prêts à le voter. Pour nous, c'est une base de travail qui reste d'actualité. Oui, monsieur le ministre, vous dites finalement qu'on parle de présomption de salariat ou présomption d'indépendance. Il n'y a une différence de portée juridique que très limitée. Non, c'est l'inverse. C'est radicalement 2 stratégies totalement différentes. La présomption de salariat signifie quoi? D'abord, la position du Parlement européen, c'est pour une présomption réfragable de salariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les travailleurs des plateformes sont considérés comme devant être requalifiés en salariés parce que l'ensemble des décisions de justice attestent bien qu'ils sont dans un rapport de subordination. Vous avez rappelé les décisions de la Cour de cassation, celles qui ne sont pas en faveur de la requalification en salarié, c'était faute de travailleurs auditionnés dans le dossier, mais pas sur une position de fond. Bien. Donc une présomption de salariat ferait que l'ensemble des salariés seraient requalifiés en salariés, sauf si la plateforme amenait la démonstration qu'ils sont dans un rapport d'indépendance. Donc c'est radicalement différent que votre position qui est de plaider pour la présomption d'indépendance ou pour l'augmentation de critères à un nombre tel qu'on revient à la situation actuelle où c'est chaque travailleur qui doit faire la démarche au prud'homme. Donc c'est bien différemment. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Que pensez-vous de cette exigence démocratique au nom de l'article 50 alinéa 1 qu'il y ait un débat assorti d'un vote à l'Assemblée nationale sur la position de la France sur cette directive présomption de salariat
Ou bien l'absence de vote va-t-il devoir être considéré par l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, finalement, comme pire qu'un énième 49.3, puisqu'il n'y aurait même pas de débat. Non seulement pas de vote, mais même pas de débat. Deuxième question. Vous avez beaucoup, à juste titre, présenté les responsabilités qui sont les vôtres en tant que ministre du Travail concernant le travail notamment de l'inspection du travail. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Nous avons, lors de l'audition de la Direction générale du travail, bien compris que c'était extrêmement chronophage pour les inspecteurs de l'URSSAF, comme pour les inspecteurs du travail, de mener les actions de contrôle. Monsieur le Président rappelait dans son intervention préliminaire qu'il y avait une augmentation des effectifs dernièrement. Or, les syndicats nous font état sur ces 10 dernières années d'une baisse de 20% des effectifs de l'inspection du travail, alors même qu'il faudrait bien plus de monde. Vous venez de nous dire qu'un plan national de lutte contre le travail illégal avait été mis en place 2023, 2025, 2033, 2027. Or, ce que nous comprenons, c'est qu'à partir de ce dernier présenté lundi, que la question des plateformes est véritablement ciblée. Car dans le PNLTI antérieur, la question du travail, de la situation particulière des plateformes n'a pas été abordée. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune impulsion des gouvernements précédents sur ces 10 dernières années, aucune impulsion pour cibler véritablement l'impact des plateformes dans le mépris, le piétinement du Code du travail, et aucun, du coup, moyen afférent, c'est-à-dire formation, méthodologie, pour accompagner les inspections du travail et les inspecteurs de l'URSSAF à exercer leur travail. Et d'ailleurs, les décisions, les contrôles qui ont pu être opérés, à chaque fois, se sont faits à l'initiative d'inspecteurs du travail et non pas sous l'impulsion nationale. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et je voudrais aussi attirer votre attention. Nous avons, dans le cadre de notre rôle de commission d'enquête parlementaire, sollicité le BPI France pour savoir les moyens qui avaient été alloués, alors souvent en prêt d'amorçage, mais parfois en subvention, donc de l'argent public, à des plateformes. Bien, et nous réalisons que des plateformes, par exemple comme Mediflash, ont pu recevoir presque un demi-million d'euros de prêt d'amorçage investissement, 450 millions d'euros qui ne sont pas remboursés. Nous avons par exemple Brigade qui a touché plus de presque 4 millions d'euros, des sommes quand même colossales. Or, ces plateformes-là, il y en a d'autres. Il y a Frishti, il y a Staffme, il y a Freenao. Or, pour reprendre Brigade et Mediflash, on se retrouve avec des plateformes qui, pendant le Covid, ont mis en avant la mise en relation entre des travailleurs sous statut indépendant, comme des aides-soignants, et des établissements publics médico-sociaux, comme des EHPAD. Or, Madame Borne, lorsqu'elle était ministre du Travail avant vous, et le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, avait été très clair dans un courrier pour expliquer qu'en fait, il n'était pas possible et pas légal, en fait, qu'il y ait des aides-soignants en statut d'auto-entrepreneur, par exemple dans un EHPAD, parce qu'ils devaient être dans un rapport salarial, car sous la responsabilité notamment des infirmiers et infirmières. Qu'avez-vous à répondre à cela? Comment se peut-il que dans un même gouvernement, on ait une main qui donne, par prêt d'amorçage, des sommes conséquentes à des plateformes qui vont faire, en fait, une mise en relation illégale et considérée comme illégale par deux ministres déterminants vis-à-vis du droit du travail. 3 points pour être aussi exhaustif que possible. D'abord sur la question présomption d'indépendance, présomption de salariat. Je vous laisse, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais à votre appréciation des deux modèles. J'ai dit comment la loi organisait les choses, quelle était la position de la France par rapport à la directive européenne et le fait que nous faisons confiance à la fois au dialogue social pour la création de droits, mais aussi aux juges pour la requalification des statuts. Et l'ensemble des positions que j'ai défendues devant vous, dans mon propos liminaire comme dans la première réponse, relève finalement de la stricte application des votes intervenus au Parlement et des décisions qui ont été prises, à la fois sur la question des plateformes particulièrement et sur la question du droit du travail en général. Deuxième chose, sur l'article 50-1. Je considère à titre personnel que le Parlement a déjà beaucoup débattu de la question des plateformes. C'est la loi de 2016
ça peut ne pas vous plaire, Madame la rapporteure, mais je compte sur vous pour pouvoir tordre mes propos dans une capsule vidéo, comme vous l'avez fait avec les propos du directeur général du travail. Ouais, ben voilà, vous venez de dire, Madame la rapporteure, que vous alliez tordre mes propos. Je pense que c'est intéressant pour le compte-rendu. Et je pense que le Parlement a déjà beaucoup débattu. Je ne reviens pas sur les différentes étapes. Je dis simplement que s'il devait y avoir un débat au titre de l'article 50-1 avec un vote, cela relève d'une décision du gouvernement, dans sa collégialité, sous l'autorité du Premier ministre, et qui ne revient pas à un ministre, dans l'exercice de ses fonctions particulières, de prendre une telle décision. Sur la question de l'inspection du travail, et avant, pardonnez-moi, sur la question des soutiens apportés par BPI France. C'est un champ qui n'est pas dans ma responsabilité, mais je ne trouve pas anormal ni absurde qu'il y ait un certain nombre de start-up et de sociétés qui soient aidées et boostées, pardon pour l'anglicisme, par BPI France dans le cadre de ses compétences, mais il ne me revient pas de porter un jugement ou une évaluation dans la mesure où ça ne relève pas de mes responsabilités. Je peux vous dire par contre que sur une plateforme que vous avez évoquée et qui a pu donner lieu à des débats et même à des appréciations qui peuvent a priori sembler divergentes, un certain nombre de contrôles sont en cours. Des contrôles menés à la fois par l'URSSAF, par l'inspection du travail, pour voir comment doivent être qualifiées les relations tant avec des travailleurs du secteur médico-social que dans la mise à disposition de ces travailleurs auprès d'établissements de santé, avec en tête le fait que les conditions de travail, notamment le choix des horaires de travail, sont peut-être plus difficiles à laisser à la seule appréciation des travailleurs concernés, dans la mesure où c'est une organisation très collective et qui sont arrêtés. Enfin, sur l'inspection du travail, j'ai en tête la question que vous m'avez posée le 1er mars, qui portait sur un cas particulier. Et donc, permettez-moi de revenir sur ce cas particulier pour répondre à votre question. Ce cas particulier concernait le fait que l'inspection du travail était saisie de la situation de travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une plateforme de mobilité. Et l'inspectrice du travail a, au regard des éléments apportés, décliné sa compétence et donné suite à la demande dont elle était saisie en informant le plaignant de l'état du droit applicable et en l'invitant à se rapprocher, le cas échéant, du Conseil des prud'hommes. En l'espèce, le plaignant sollicitait une intervention de l'inspection pour obtenir des masques de protection contre le Covid. L'inspection du travail, au sein des plateformes de mise en relation, je l'ai dit tout à l'heure, vérifie la réalité du statut du travailleur indépendant. Et si elle considère que ce statut n'est pas un statut d'indépendance, elle donne toutes les conséquences juridiques et elle engage les suites qui lui paraissent les plus appropriées, sachant que ces suites sont décidées par l'inspection, en indépendance, et en application des seuls principes directeurs fixés par les priorités élaborées et énoncées par le directeur général du travail. Le plaignant, en tout cas le requérant, a considéré que cette décision qui consistait à décliner la compétence de l'inspection du travail devait être contestée. Le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande et les services de la direction générale du travail font appel, en considérant que notre inspectrice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et en procédant de la manière dont elle l'a fait. Et en rappelant que la protection des prérogatives de l'inspection du travail est essentielle à son exercice, puisque si nous laissions cette décision sans appel, et si cette jurisprudence venait à prospérer, cela signifierait qu'un tribunal, qu'une autorité juridictionnelle pourrait décider de diligenter ou d'ordonner que soient diligentés des contrôles de l'inspection du travail. C'est contraire à la Convention internationale de l'OIT. C'est la raison pour laquelle, à la fois parce que nous considérons que notre inspectrice a réalisé son travail et que sa décision n'est pas susceptible de recours, que nous la défendons, et la seconde raison, parce que nous défendons le cadre international et donc l'indépendance du fonctionnement de l'inspection du travail, comme c'est ainsi prévu. Dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal de 2020 à 2022, ont été mises en place des formations annuelles au sein de l'Institut national de formation des inspecteurs du travail sur ces questions relatives aux plateformes. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'initiative, qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. L'inspection du travail rencontre, il est vrai, un certain nombre de difficultés. Tout le monde les connaît. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors de l'examen de la mission budgétaire concernant le ministère du Travail. Nous avons un nombre d'agents de contrôle qui est passé de 1950 ETP à 1674 et nous connaissons un taux de vacances de 15 à 16%. Nous avons lancé des recrutements plus importants. J'ai renouvelé un certain nombre de décisions prises par ma prédécesseur dans ses fonctions de ministre du Travail, à la fois pour autoriser des recrutements par détachement, pour autoriser le recrutement contractuel, évidemment sur des missions qui ne relèvent pas du statut et des missions que je qualifierais de régaliennes, pardon si le mot est impropre, mais en tout cas réservées au corps strict de l'inspection du travail. Et nous avons un nombre de recrutements prévus dans le cadre du PLF 2023 qui s'élève à 300 pour l'année 2023. Ça n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Et nous avons par ailleurs, c'est une information qui est positive, un nombre d'inscrits au concours et de recevables au concours qui tend à augmenter, ce qui nous donne bon espoir d'atteindre cette cible de 300. En tout et pour tout,
Les recrutements lancés en 2021 et 2022 vont permettre de voir l'arrivée dans les services de 441 agents d'ici début 2024. Et les recrutements que nous avons ouverts cette année avec 300 recrutements nous permettront de compléter, de faire face au départ et à une pyramide des âges qui est ce qu'elle est. Mais aussi, c'est l'objectif que nous poursuivons, de retrouver un taux d'occupation de l'ensemble des postes ouverts au sein du système d'inspection du travail qui nous permettent d'effacer cette situation de vacances. Cela passe par d'autres mesures, évidemment, sur lesquelles je ne reviens pas, je ne crois pas que ce soit l'essentiel de votre commission, mais notamment des mesures d'attractivité. J'ai ainsi procédé à une première revalorisation indemnitaire du corps des inspecteurs du travail, en privilégiant notamment les responsables d'unités de contrôle. Et dans le cadre du PLF pour 2024, je défends aussi de nouvelles mesures qu'on qualifie parfois de catégorielles pour améliorer les conditions d'exercice des inspecteurs. Très rapidement, Monsieur le Ministre, je ne vous décevrai pas, je continuerai à faire des vidéos et non, je ne tords pas la réalité. Mais cette question est centrale, cette question du Code du travail, de la défense du salariat. Trois petites choses. Premièrement, les députés européens Renaissance ont voté pour la directive, la proposition de directive européenne de présomption réfragable de salariat qui, contrairement à ce que vous dites, n'a rien d'automatique. C'est une présomption réfragable de salariat. Deuxièmement, vous savez pertinemment que si c'est aux salariés seulement, enfin aux travailleurs, pardon, des plateformes, de faire les démarches pour démontrer leur subordination, c'est extrêmement long et coûteux pour des travailleurs précaires. Et Monsieur le Ministre, transmettez à la commission d'enquête parlementaire le PNLTI qui montre que les plateformes sont ciblées, car pour l'instant, nous n'en avons pas connaissance. Et dans les PNLTI antérieurs sur les 10 dernières années, les plateformes n'étaient jamais ciblées. Je vous remercie. Vous aurez le document, je l'ai dit. Je ne partage pas votre appréciation sur le caractère automatique du projet de directive européenne. Et quant aux positions exprimées par les députés du groupe Renew, ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Merci. J'ai plusieurs questions. Je commence avec Monsieur Zginski. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour les éléments que vous nous avez présentés. Moi, je souhaiterais poser une question un peu plus prospective concernant le régime de micro-entreprise. Parce qu'on peut constater que c'est un régime qui peut amener une certaine précarité et aussi, d'un point de vue économique, par moment une concurrence déloyale, notamment dans ce qui concerne l'artisanat. Et donc, y a-t-il des réflexions en cours pour améliorer ce régime? Et par ailleurs, faudrait-il promouvoir ou mieux faire connaître des modèles alternatifs, comme par exemple le statut d'entrepreneur salarié ou le portage salarial? Je vous remercie. C'est un sujet qui relève, monsieur le député, plutôt de la compétence du ministère de l'économie et des finances. C'est évidemment un sujet de débat, notamment à l'initiative des partenaires sociaux, organisations syndicales, organisations patronales. Je pense notamment à l'UDP. Ça ne surprendra personne quand on connaît les positions qui sont portées. Pour ce qui concerne le statut d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur salarié et le portage salarial, ce sont des statuts qui sont évidemment intéressants, sur lesquels les services du ministère travaillent, notamment dans le cadre, particulièrement, puisque notamment dans le cadre des emplois qualifiés. Donc ça fait partie de nos sujets, bien évidemment, y compris d'ailleurs dans le cadre de lutte contre la fraude et de travail, pour ce qui concerne les micro-entreprises, de travail illégal ou dissimulé. Merci. J'ai Madame Rouleau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez tout à l'heure vous-même évoqué la fraude existant sur cette plateforme et votre volonté ou la nécessité, avec le dialogue social, d'améliorer la loi existante qui les gouverne. Alors, j'ai deux questions très simples. Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de nous dire combien il existerait, parce qu'on nous en a parlé à une précédente audition, de faux comptes sur les plateformes, certains faisant travailler des personnes en situation irrégulière? Ça, c'est ma première question. Donc, sur le nombre ou le pourcentage. Un pourcentage m'irait aussi. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous préciser les mesures qui seront prises justement pour lutter contre cette fraude sur les plateformes que vous avez vous-même reconnues? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la députée. Sur la question du nombre de faux comptes, si nous connaissions le nombre exact, nous les démantèlerions et nous les déconnecterons. Je pense qu'il y en a plusieurs milliers. Mais un audit est en cours et c'est justement un audit mené par chacune des plateformes dans le cadre de la charte sociale.
dont nous avons accompagné, en mars 2022, le ministère a accompagné la mise en œuvre. Et donc ces audits nous permettront d'y voir un peu plus clair. J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre d'une opération spécifique menée en 2021, il avait été estimé que jusqu'à 14% de certains comptes de livraison pouvaient faire l'objet non pas d'un faux compte, mais d'une sous-location, ce qui est un peu différent et ce qui peut renvoyer aussi à du travail dissimulé, à des formes de requalification. Nous avons un sujet d'amélioration à mettre en œuvre, qui est une amélioration essentiellement logistique et technique, mais les services de Bercy, pardon, parce que ça sort de mon champ de compétences, ils travaillent sur les modalités et l'acuité des vérifications menées lors de la création des comptes, notamment pour éviter la création de comptes avec les mêmes types d'identité, l'utilisation de photos identiques pour des comptes différents, parce que parfois, et pour ne pas dire souvent, cela peut dissimuler évidemment des situations irrégulières et parfois des personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Et ce que je dis là est vrai aussi sur l'acuité donc du contrôle, y compris sur des pièces d'identité qui sont justes, mais des titres qui pourraient être arrivés à échéance. Donc pour éviter que se créent des situations dans lesquelles nous avons des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, mais qui, du fait de leur enregistrement, comme auto-entrepreneurs, comme micro-entrepreneurs, exercent une activité qui, elle, est légale, et donc crée des grandes difficultés de droit et d'appréciation de leur situation, les services du gouvernement au sens large vont améliorer les dispositifs de vérification des identités, de la validité des identités, de la validité des titres. Merci. Madame Chandler. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, vous avez indiqué que des premiers accords ont été signés par l'ARPE. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les prochaines étapes prévues sur le dialogue social? Je ne reviens pas, Madame la députée, sur les accords qui ont été signés, donc tant dans le secteur des chauffeurs VTC que des livraisons. C'était de premiers accords. Nous avons assisté, mon collègue ministre des Transports, que vous allez auditionner dans un instant, et moi-même à la signature des premiers accords concernant les chauffeurs. Et en avril, nous avons appris avec satisfaction, à vrai dire, la possibilité que 3 nouveaux accords soient signés. Aujourd'hui, la priorité qui est poursuivie par les différentes organisations représentatives de travailleurs de plateforme est de travailler sur les revenus, les conditions de travail. Et quand je dis les revenus, c'est notamment le niveau du revenu horaire. Sachons que dans le cadre des ordonnances qui ont été prises et du droit qui a été fixé, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, il y a 4 thèmes qui doivent faire l'objet de négociations annuelles, puisque le droit prévoit que les différents représentants de plateforme comme de travailleurs de plateforme doivent ouvrir des négociations sur au moins un des 4 thèmes prioritaires chaque année. Et donc c'est dans ce cadre-là que le dialogue social va se poursuivre. Et pardonnez-moi, nous sommes attentifs, l'ARPE est attentive, et c'est un point qui est important dans un secteur où le dialogue social est naissant, aux conditions d'exercice des fonctions de représentants des travailleurs de plateforme. Ça a fait l'objet d'accords dans les 2 cas, livreurs et chauffeurs VTC, mais ça fait partie des discussions qui sont encore en cours. Certains représentants nous ayant dit, par exemple, lors de la signature des premiers accords, que c'était un premier pas, mais qu'ils souhaitaient que ça puisse aller plus loin, notamment sur le caractère forfaitaire et le montant forfaitaire d'indemnisation lorsqu'ils doivent interrompre leur activité le temps du dialogue social et des réunions organisées par l'ARPE. Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué le fait que de votre préférence, de votre souhait de soutenir plutôt la présomption d'indépendance par rapport à la présomption de salariat concernant le projet de directive européenne. Alors, vous tenez qu'il s'agit là finalement juridiquement de concepts assez identiques, ce que je ne crois pas, avec Madame la rapporteure, mais en tout cas, en tout état de cause, politiquement, ça ne l'est pas du tout. Et ne croyez-vous pas que le rôle du ministre du Travail dans notre pays, en France, lorsque vous défendez le dialogue social, ce n'est pas d'adopter et de défendre des propositions qui sont favorables aux salariat, dans le sens où il y a une subordination, dans le sens où il y a ces petits auto-entrepreneurs qui sont quand même face à des très grandes plateformes qui, elles, ont beaucoup de pouvoir. Et donc, finalement, n'y aurait-il pas là une disproportion telle de moyens mis à disposition des présumés salariés ou des présumés indépendants qu'il serait quand même logique, normal, quand on se réfère à la social-démocratie, que l'État vienne en soutien des petits?
Madame la députée, ce sont des concepts qui ne sont pas tout à fait identiques, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui compte, notamment dans un système où le juge peut procéder comme il le fait à des requalifications, c'est la réalité des conditions d'exercice. C'est ça qui détermine l'indépendance ou la requalification en salariat, ou en tout cas l'indépendance ou la non-indépendance. Pour ce qui concerne la responsabilité qui est la mienne, elle est avant tout de permettre à tous les travailleurs de ce pays de travailler avec le statut qu'ils choisissent, à condition que ce statut corresponde à la réalité de leurs conditions d'exercice. Et le choix que nous avons fait, qui n'est pas un choix que j'ai fait, c'est un choix historique de la France en la matière, c'est de confier au juge le soin de requalifier lorsqu'il considère que les conditions réelles d'exercice d'une activité ne correspondent pas au statut qui est affiché ou avancé par telle ou telle des parties. Monsieur Chirac, vous avez une question aussi? Ah, très bien. Bon, mais écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre audition. Monsieur le ministre, je veux vous remercier pour votre disponibilité, pour la précision de vos réponses. Il y a des demandes de documents de la rapporteure. Il nous reste quelques semaines encore dans la commission d'enquête. Je vous remercierai de nous les faire parvenir. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée et nous allons passer à l'audition du ministre des Transports. Merci beaucoup. Merci à vous.